Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va préparer un petit repas très spécial pour la clientèle la plus difficile que j'ai, ma famille. Moi, je m'appelle Nicolas Leduc, je suis cuisinier. J'ai fait un cours de formation en technique de gestion des services alimentaires, puis j'ai gradué en 93. Aujourd'hui, ce que je prépare, c'est un repas à base de pommes. Parce que nous, on aime beaucoup les pommes. L'automne, pour nous, c'est les pommes. On va 5 à 6 fois aux pommes à chaque année dans la région de Franklin et c'est un de nos fruits préférés. Je suis un résident de Beauharnois, j'ai toujours habité ici. J'ai ouvert un petit restaurant en 2006 dans la maison paternelle. Donc aujourd'hui, j'ai apprêté 3 recettes différentes qu'on va faire, pas nécessairement dans l'ordre, mais je vais vous présenter le menu tel quel. On va faire une crème de poireaux et de pommes avec une petite garniture aux pommes sautées et au bacon. Ensuite, on va faire un filet de porc farci avec du fromage de chèvre, des pommes et un petit peu d'oignon et de persil, qu'on va servir avec une sauce crémeuse au calvados et à l'érable. Accompagné de ça, on va servir une petite purée de pommes de terre douces et des haricots verts fins français sautés au beurre. Pour le dessert, une tarte tatin aux pommes renversées. Donc, une tarte tatin, c'est comme une tarte qu'on a échappée à l'envers, finalement, puis qu'on sert telle quelle. Donc, c'est les pommes qui sont cuites dans un caramel directement dans le four. On a décidé d'ouvrir un restaurant où on mettait en valeur les produits de la région, parce que c'est quelque chose qu'on avait découvert au travers le circuit du paysan ici, qui existe depuis, je pense, 98. Pour commencer, on va commencer avec le dessert, parce que le dessert doit cuire et refroidir. Donc, première étape, éplucher des pommes. Vous aurez besoin d'environ 6 à 7 pommes, tout dépendant de la grosseur. Certaines pommes, comme l'Empire, résistent très bien à la cuisson et restent entières. D'autres vont éclater en cuisson. Donc, si vous voulez une tarte renversée, ou ce que vous allez voir au morceau de pomme, c'est assez important de choisir une pomme qui n'éclatera pas. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est de la Empire, puis pas de l'Empire, de la Macintosh et de l'aspartame. On veut des beaux gros morceaux. Plus les morceaux vont être petits, plus ils vont cuire rapidement, puis plus ils risquent de casser aussi. Donc, essayez de faire des gros morceaux. Vous allez voir tantôt, quand on va les déposer dans le caramel à l'envers, ça va nous donner une belle présentation une fois la tarte cuite. Donc, vous aurez besoin d'une petite poêle dans laquelle vous allez déposer environ un quart de tasse de beurre. À votre quart de tasse de beurre, vous allez rajouter une tasse de cassonade bien tassée. Avec votre cuillère de bois, juste la mélanger. Si vous avez une poêle anti-adhésive, juste faire attention, toujours utiliser des ustensiles de bois ou de plastique afin de ne pas maganer votre fini. Utiliser un petit moule à gâteau rond. Celui-là, il a 10 pouces de diamètre. Vous pouvez en prendre un de 9 pouces. L'objectif premier, c'est toujours de faire connaître, comme je te dis, ceux qui n'ont pas de visibilité. Il y a des gens qui travaillent 7 jours par semaine, 365 jours par année, 16 heures par jour, puis qui n'ont pas vraiment... Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils existent, tu sais. Mais on a leurs produits au quotidien dans nos assiettes, mais on ne sait pas c'est qui les a fait. Puis j'ai toujours trouvé que de savoir qui nourrit ton poulet, c'est quelque chose de plus rassurant qu'une chaîne de montage ou bien de quelque chose d'industriel. Il est possible qu'on n'ait pas utilisé toutes les pommes qu'on a pelées. Si jamais le cas arrivait, vous avez juste à manger le restant. Ou les mettre de côté pour le potage de tantôt. Le caramel commence à mijoter. On va juste donner un petit coup de brassage en passant. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est pas vraiment que ça cuise, parce que la coloration va faire que le sucre brun déjà est coloré. Donc, juste vérifier, en fond, qu'on ait une dissolution complète des morceaux de cassonade. Si vous frottez avec le dos de votre cuillère dans le fond de la poêle, vous allez entendre un petit son rugueux peut-être. Donc, ça veut dire que le sucre n'est pas encore fondu. Juste faire cuire ça quelques minutes de plus. C'est très épais, comme vous voyez dans la poêle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va rajouter les pommes, l'humidité, le jus de la pomme va se dissoudre avec le sucre. Ça va donner un sirop un peu plus clair. Ça me semble bien beau. On va couper le feu là-dessus.
Et je vais verser directement dans mon moule. On va l'étendre partout. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre nos pommes dans le caramel. Puis là, on va essayer de les disposer de façon décorative. Donc, le moment qu'on va mettre les pommes dedans, on va les mettre du côté qu'on va voir quand on va la renverser. Donc, c'est juste s'assurer que la partie, dans le fond, qui est ronde, c'est elle qu'on va voir. On va mettre les pommes à l'envers. Ça, c'est parfait. On va rouler notre pâte à tarte. Avec votre super rouleau à pâte, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'écraser en forme de X au milieu. Déjà en partant, on commence à avoir une forme ronde, donc vous avez juste à écraser les parties comme ça. Puis après ça, on roule à partir du centre vers l'extérieur pour essayer de donner la forme et la grandeur du cercle qu'on a besoin. Maintenant, on va vous montrer. On fait juste la déposer directement par-dessus. Tout ce qui est d'over, mais le surplus, on le rentre dans le contour. Puis on ne se gêne pas pour pousser autour. Ça va compacter les pommes vers le centre. Comme j'ai dit tantôt, cette petite forme arrondie-là, tantôt, quand on va la revirer à l'envers, ça va nous faire comme un petit bol qui retient tout le sirop. Puis là, super. Pas besoin de faire de trou. Ça reste que c'est un bol, comme j'ai dit. Il faut que ça conserve le sirop. Donc ça, on enfourne ça au four, 400 degrés environ, pendant 30 à 45 minutes, tout dépendant de la cuisson de votre four. C'est variable d'un four à l'autre. Grille du centre. Pour le stress de l'animal, pour la qualité du produit, à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas juste le fait de nourrir des animaux puis de manger leur viande. Il y a comme, je peux dire, un amour qui leur est donné. Puis cet amour-là se traduit dans la qualité du produit puis dans la fibre de leur chair, je ne sais pas. J'ai toujours dit que quand on fait à manger, si on fait à manger en pensant au paiement d'hypothèque qu'on n'arrive pas à payer, puis les comptes de téléphone, puis le char, puis l'essence, puis ici, on va transmettre à notre nourriture qu'on fabrique un peu ce stress-là, puis quand on va le manger, on va s'apporter du stress. Donc, on roule dans un cercle ici. Fait qu'à un moment donné, si tu es capable de mettre de l'amour dans ton assiette quand tu fais à manger, mais il y en a qui me demandent souvent, Nicolas, qu'est-ce que tu as fait? T'sais, je leur dis qu'est-ce que je mets dans mes recettes. Ben, ça peut pas être juste ça. Mais moi, je vais dire que je mets de l'amour dans mes recettes. C'est peut-être quétaine, c'est peut-être taqué, comme ils disent les Anglais, mais ça reste que quand je fais à manger, je pense pas à autre chose que qu'est-ce que je fais. Donc, je me donne, je peux dire 100% dans ce que je fais. Puis je pense que ça se transmet par ça, surtout. La différence est là, c'est que j'aime ce que je fais, je le fais avec passion. Pendant que notre tarte est en train de cuire au four, on va préparer notre potage. C'est un potage de pommes de terre et poireaux, donc ça devrait cuire environ de 30 à 35 minutes, tout dépendant de la grosseur qu'on va couper nos morceaux de légumes. Donc, vous aurez besoin de 2 poireaux, environ 5 pommes de terre, puis environ 4 à 5 pommes, tout dépendant de ce que vous avez sous la main. C'est variable. La pomme et la pomme de terre vont faire une purée très lisse, donc vous allez voir que ça fait un mariage excellent. Puis quand on va arracher la petite pointe de bacon sautée dans la poêle tantôt, ça rajoute un petit goût de cabane à sucre de chez nous qu'on aime beaucoup. Donc, pour la soupe, on a un potage blanc. On va essayer de garder juste le blanc du poireau. Les poireaux sont souvent pleins de terre, surtout dans la partie verte où la feuille sort de terre. Donc, juste vérifier que vous n'avez pas de sable. Si jamais il y a un petit peu de sable dedans, vous avez juste à faire une incision en croix, comme ça. Donc, vous avez un X et vous allez rincer cette partie-là dans l'eau. Là, présentement, je les ai lavés tantôt, les poireaux à l'extérieur, puis à l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup de sable. Puis en plus, j'ai coupé en bas de la partie qui rentre dans la terre, donc ça ne devrait pas être nécessaire. Donc ça, on va juste le couper en petites rondelles minces. Quand je fais des potages, j'utilise seulement du poireau, rarement de l'oignon. Si jamais vous avez utilisé de l'oignon, essayez d'utiliser de l'oignon doux comme le Vidalia ou de l'oignon rouge qui est un petit peu plus sucré ou de l'oignon espagnol. Le petit oignon jaune qu'on achète à l'épicerie souvent, il est bon pour faire des bouillons, des choses comme ça ou des oignons sautés. Mais le petit goût est un petit peu plus prononcé, donc il peut couvrir surtout le goût délicat de la pomme. Le poireau, c'est idéal. On va coller les pommes de terre. Donc, les petits morceaux de pommes, essayez de les couper à environ la grosseur de votre pouce, là, je vous dirais. En fait, de la tête de votre pouce. Là. Ça, c'est une belle grosseur. Ça prend environ 10 à 15 minutes à cuire. Et que si on leur donne une demi-heure, ils vont avoir le temps en masse de se marier avec les autres saveurs qui sont dans le potage. Fait que ça, on met tout ça dans le chaudron. Je vais couvrir avec du bouillon de poulet.
L'important, c'est de couvrir nos légumes. Je mets ça sur un feu élevé pour amener à ébullition. Un coup que ça va être à ébullition, on va baisser le feu pour que ça mijote doucement. Les pommes, libre à vous de les éplucher ou pas. Personnellement, j'aime bien avoir le petit côté rosé de la soupe qui fait qu'on ne mélange pas justement avec un potage parmentier ou un potage au poireau. Donc, je vais laisser la pelure après. Des fois, ça va faire des petits morceaux de peau à l'intérieur du potage, qui n'est pas désagréable à manger. Mais la plupart du temps, le pied mélangeur ou le blender va vous faire un job de lissage, je peux dire, parfait. Juste enlever les cœurs, comme tantôt. Coupe en 4. Je vais aller lancer dans mon chaudron directement. Et on remet ça à bouillir. Tantôt, j'ai dit que je servirais mon repas de filet de porc avec des pommes de terre douce en purée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai lavées, puis je les ai emballées dans le papier d'aluminium. Je vais les mettre au four en même temps que la tarte. Comme ça, ils vont pouvoir cuire. Ça prend environ 40 à 45 minutes à la chaleur que le fourrier pour cuire les pommes de terre. Tantôt, on va juste les déshabiller puis les écraser à la fourchette très grossièrement. Bon, maintenant que notre potage est parti et que nos pommes de terre douce sont au four avec notre tarte, on va s'attaquer au mets principal, le filet de porc farci. Donc, pour le filet de porc, vous aurez besoin d'une petite échalote française pour la farce, de quelques pommes, 3 ou 4, et de fromage de chèvre. Aujourd'hui, on utilise la tome de la fromagerie Ruban Bleu à Mercier. C'est un fromage semi-ferme qu'on va couper en petits cubes puis qu'on va mélanger avec nos pommes tantôt. Donc, on va avoir besoin d'environ, je vous dirais, un bon 150 à 200 grammes. Je vais juste m'en couper un petit morceau, puis on va enlever la croûte. Donc, des cubes d'environ 1 cm par 1 cm, ça devrait être suffisant pour la recette. Je vais couper les fromages tout de suite. Ensuite, on va juste couper les pommes avec les échalotes. On va les faire sauter légèrement dans un peu de beurre, juste pour les attendrir, puis on va les mélanger avec nos petits cubes de fromage. On va avoir besoin d'une échalote ciselée. Même chose que pour le potage, on peut garder la pelure après notre pomme ici, ça va juste rajouter un petit peu de couleur dans notre farce. On coupe les cubes environ la même grosseur que notre fromage de tantôt, mais j'avoue qu'en les faisant cuire un petit peu, ils vont ramollir, ils vont peut-être écraser un petit peu. Donc c'est pas très grave, vous allez voir tantôt, le fromage qui va enrouler tout ça va fondre puis va tout tenir ça ensemble. On va avoir d'excellentes saveurs. J'entends ma soupe qui mijote, je vais juste baisser le feu. Il y a des bons parfums par ici, ça sent l'automne. Rajoutez un petit carreau de beurre dans votre casserole. Quand le beurre va être fondu, on va rajouter les pommes et les oignons, puis on va faire cuire environ 3 à 4 minutes à feu mi-élevé. Pendant que mon beurre fond, je vais préparer une petite motte de persil haché qu'on va mettre dans notre farce. Donc, on va hacher le persil grossièrement. Je vais rajouter le persil avec les pommes, juste pour faire, comme je vous dis, de la belle couleur. Et on va verser nos pommes et nos échalotes directement dans le beurre chaud. Et puisque c'est un mets salé, on va rajouter une petite pincée de sel et une petite pincée de poivre dans notre mélange. Ça sent très bon. De temps en temps, jetez un petit coup d'œil à votre tarte tatin, surtout dans les dernières minutes de cuisson. Normalement, ce qu'on devrait voir, c'est que la croûte a gonflé, elle a bien doré, puis que le caramel commence à bouillir un petit peu sur le contour de la pâte. Quand vous voyez que ça bouille, ça veut dire que c'est pas mal prêt. Gênez-vous pas de la sortir et de la laisser se reposer. Là, je brasse souvent ma farce pendant qu'elle cuit.
Parce que si je la brasse pas, la chaleur va faire qu'elle va rôtir. Je veux pas que mes pommes deviennent brunes non plus. Donc, en les brassant souvent, j'empêche la chaleur de s'accumuler puis de colorer nos aliments. Je les fais cuire pendant 2-3 minutes. Maintenant, je vais l'éteindre. Je veux pas non plus cuire la pomme complètement. Parce qu'en cuisant tantôt, farci dans mon filet de porc, ce qui va arriver, c'est qu'elle va libérer des jus qui vont nourrir ma viande, qui vont donner un bon parfum. Donc, je laisse ça aller. Je retire de la chaleur. Je vais la mettre dans un bol pour qu'elle refroidisse. Mais si je la laisse dans la casserole, elle va prendre plus de temps. Je ne veux pas mettre les pommes pendant qu'elles sont trop chaudes dans ma farce. Ce qui arriverait, c'est que le fromage se mettrait à fond tout de suite. Ça va rendre la manipulation très difficile tantôt. Pendant que ça refroidit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos filets de porc. Pour filets de porc, vous les achetez à l'épicerie. Je vous conseille d'acheter des filets de porc Nagano. Les filets de porc Nagano, c'est un porc d'élevage à l'état naturel qui est spécifique au Canada. C'est un élevage qui est 70 à 80 exporté vers le Japon. Donc, les Japonais, ils savent très bien c'est quoi la bonne viande. C'est eux autres qui ont quand même inventé le bœuf Kobe, qui est un bœuf qui se vend environ à 130 $ le kilo. Donc ça, c'est comme la version du bœuf Kobe, version adaptation québécoise. On essaye d'enlever l'excédent pas de gras, mais surtout les petits nerfs qui peuvent avoir à la surface. Il y a une petite membrane que vous voyez ici, là. Cette petite membrane-là a durci à la cuisson. Donc ça, on essaye de les enlever si on est capable. La farce qu'on utilise aujourd'hui, c'est une farce qui est quand même assez rigide. Elle n'est pas souple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le farcir. Moi, j'appelle ça ma technique en T. Ils ont été faits. Donc on les dispose. Et là, je vais faire une incision avec mon couteau. Ne prenez pas un trop gros couteau pour rien si vous allez avoir besoin de facilement manipuler. Donc, ce que je fais, c'est que j'évalue environ l'épaisseur de mon filet de porc. Donc, si on a environ, je dirais, un bon 2 à 3 cm, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon couteau puis je vais mettre la profondeur que je veux atteindre et je vais inciser comme ça. Fait que mon pouce puis mon index me sert de guide de profondeur. Là, je suis allé chercher environ la moitié d'épaisseur. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais utiliser la même chose et je vais me coucher sur la farce afin de faire l'ouverture en T, comme je vous disais tantôt. Okay. Je fais la même chose de l'autre côté. Ce que j'obtiens, c'est une surface quand même assez plate, là, comme vous voyez, pour farcir. Je peux facilement dresser ma farce au centre, puis je peux facilement rattacher la viande autour de la farce. On essaye de ne pas percer la chair de notre filet de porc pour pas que notre farce s'échappe tantôt quand on va le faire cuire. On veut qu'elle reste vraiment prise à l'intérieur. Un coup que notre filet est ouvert, ce qu'on peut faire aussi pour le faciliter le travail, c'est de l'aplatir un tout petit peu. Donc avec le plat de votre couteau puis votre pomme, vous allez... ça brise la fibre un petit peu. Donc ça va empêcher que quand on va cuire, la viande, quand on la soumet à une chaleur, elle se rapetisse, elle se serre. En se serrant, elle fait sortir la farce des deux côtés de notre filet de porc. Pour éviter ça, on casse la fibre comme ça. Donc en brisant les fibres, on obtient une meilleure... pas une meilleure, mais on obtient une cuisson qui va se résorber moins, donc qui va faire moins sortir notre farce. Je vais sortir ma tarte, on va regarder ce que ça donne. J'enfile mes outils de protection. Et voilà! Comme je vous disais tantôt, la croûte est bien dorée, elle a bien gonflé, et le jus, regardez, je ne sais pas si vous êtes capable de voir le jus qui perle autour, là. Il est très liquide comparativement à ce qu'on avait tantôt. Donc, on va laisser refroidir ça. Je vous dirais une bonne demi-heure avant de la démouler. Ça va permettre au jus, parce que le sirop, le sucre, quand c'est chaud, c'est très liquide. Mais quand ça refroidit, ça a tendance à vouloir figer un petit peu. Là, c'est très liquide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté. On va la laisser refroidir. Je vous dirais une bonne demi-heure. Et tantôt, peut-être juste avant de servir, on va la renverser dans l'assiette. Le caramel va s'étendre autour de la croûte. La croûte va absorber un petit peu de liquide, sans trop en absorber non plus, parce que ça reste que c'est une pâte feuilletée, on veut que ça reste croquant. Donc, si je la renverse tout de suite, puis je la laisse imbiber tout le sirop, ça va donner une pâte un peu molle. Donc, pour garder un peu le croustillant, on va mettre ça de côté, puis on revient là-dessus tantôt. Les pommes ont rafraîchi un petit peu. Donc, elles sont encore un petit peu chaudes, mais pas assez pour faire fondre mon fromage. Ce que je fais, je les mélange ensemble. Et rapidement, je mêle le tout. On a déjà le goût d'en manger. Si jamais vous aimez la cannelle, vous pouvez en rajouter un petit soupçon dedans. Ça va juste donner un excellent goût, mais comme j'ai dit tantôt, chez nous, on n'est pas très cannelle. Du moins, on ne l'est pas tant que ça. Fait que ce que je vais rajouter chez nous, c'est de la muscade. C'est de la muscade, on aime ça.
Et à la base, cette recette-là contient des noix. C'est des noix grillées qu'on aurait fait revenir avec les pommes et les échalotes tantôt. Malheureusement, ma petite Maxine est allergique aux noix. Donc, pour cette raison-là, aujourd'hui, on n'en mettra pas. Par contre, à la maison, ne vous gênez pas. N'importe quelle sorte de noix est bonne. Noix de Grenoble, petites noix Aveline, même les pacanes pourraient être bonnes à la limite. Ça, c'est parfait. Petite noix de muscade. C'est une petite noix issue du muscadier. C'est un fruit dans le sud. C'est un noyau, dans le fond. Puis ce qu'on fait, on le râpe. Donc, ça ici, c'est une plaquette qui sert pratiquement juste à ça. On fait des ronds avec. Ce que ça fait, c'est que ça égrène finement notre muscade. La muscade qui est quand même la base, je vous dirais, de la sauce béchamel. C'est la petite épice qui fait toute la différence. Fait que gênez-vous pas. C'est un goût très parfumé, mais très, très doux. Ça se marie super bien avec la pomme. Si jamais votre farce est encore un peu chaude, vous pouvez la mettre au frigo si votre cuisson n'est pas immédiate. Si jamais vous farcissez vos filets de porc et que vous les faites cuire tout de suite, vous pouvez mettre la farce qui est encore un peu tiède, c'est pas très grave. La viande n'aura pas le temps de réchauffer puis de développer les bactéries. Donc, filet de porc, on va le farcir maintenant. Ça va avoir besoin de 2 choses, sel du poivre, et une 3e chose, la ficelle de boucher. Donc, saler l'intérieur. Si on sale à l'intérieur, on ne salera pas l'extérieur tantôt, ça ne sera pas nécessaire. La viande n'est pas assez épaisse pour que je sale des 2 côtés. Un petit peu de poivre, même chose. Moi, j'aime bien utiliser le poivre fraîchement moulu. J'ai un petit moulin à café. Je me moule des petites quantités à la fois, puis je mets ça dans mon petit pot ici. Donc, il est toujours accessible. Puis, si je le mettais dans une poivrière et les trous sont pas assez gros, parce que je le râpe quand même assez gros, donc il reste coincé à l'intérieur. Je préfère y aller avec des petites pincées. Salez toujours vos viandes avant la cuisson. Pas 4 heures avant, mais juste 5 à 10 minutes avant, c'est pas très grave. Le sel n'aura pas le temps de vider l'eau de votre viande. C'est toujours meilleur, je trouve, assaisonner avant la cuisson qu'après. On va déposer nos pommes à l'intérieur. On essaie d'étendre ça d'un côté à l'autre du filet. Gênez-vous pas, vous allez voir. Ce qui est de trop va sortir naturellement. C'est pas bien grave, mais au moins il va en avoir en masse dedans. Ficelle, déroulez-vous-en un bon bout avant de commencer. Quand on a les mains pleines de jus de viande, on n'a pas le goût de toucher notre rouleau qu'on va serrer sur la tablette pendant une couple de semaines. Donc, on en fait un bon bout. Au pire, on va pouvoir le réenrouler autour du rouleau tantôt. Petite paire de ciseaux ou un bon couteau, tout dépendant de ce que vous avez sous la main. Et là, on va rouler. Là, vous allez avoir besoin de vos 2 mains. Mettre les 2 mains à la tâche. Je retrousse le bout ici. Et en même temps, j'appuie pour comme faire rentrer la farce dedans. Comme je vous ai dit tantôt, le fait de le faire en T, je peux dire, vous allez avoir les 2 morceaux de viande vont venir se toucher ici tantôt pendant la cuisson. Puis ce qui va arriver, c'est que ça va comme souder ensemble. Donc, la corde va le retenir, bien sûr. N'essayez pas de faire cuire ça sans les attacher, vous allez vous planter. Donc, avec vos 2 pouces, vous allez glisser sous le filet de porc. Donc, ça, vous allez voir, vous allez pouvoir vous promener comme ça, il n'y a pas de danger, il n'y a rien qui va bouger. Et on va venir l'attacher. Il y a différentes techniques de ficelage qui existent. Je ne suis pas un pro, moi je suis de la vieille école. Je fais des nœuds. Environ à tous les 2 pouces. C'est long, mais ça va à peine. Gênez-vous pas pour attacher assez serré, vous allez voir que
La viande est quand même un peu élastique, elle est capable d'en prendre. Bon, la viande est attachée. Je l'ai mis sur mon assiette, je l'ai resserré au frigo en attendant que je prépare les ingrédients pour la sauce. Juste parce que ma farce est un petit peu tiède encore, puis je veux pas que, comme j'ai dit tantôt, que les bactéries à cause de la chaleur puis la viande crue se développent. De toute façon, comme je dis, ça prend une période d'un peu plus qu'une demi-heure avant que ça devienne dangereux, donc juste faire attention à ça. J'ai lavé mon plan de travail aussi pour éviter d'avoir à couper des légumes qui sont crus puis faire des contaminations croisées qu'on appelle. Donc, juste éviter ça. Juste laver ça au savon à l'eau chaude. Si vous avez un peu de javelisant à la maison, juste diluer chez une part pour 40 parts environ d'eau. Puis vous avez juste à laver votre plan de travail avec ça. Ça va éliminer tout risque de pathogènes. Donc, sauce, besoin d'échalotes françaises. On va avoir besoin de 2 pommes environ. De Calvados. Le Calvados, c'est une espèce de brandy aux pommes. Donc, c'est une liqueur qui vient de la Normandie. C'est un alcool. Nous, ici, on a du cidre de glace. Ça pourrait être ça. La seule chose, c'est que le cidre de glace est déjà très sucré. Puis vu qu'on va rajouter de l'érable dedans, ça va être un petit peu trop. Donc, le Calvados va faire que l'alcool va couper un petit peu sur le goût du sucré. Donc, ça va équilibrer ça un petit peu parce qu'on ne veut pas une sauce dessert non plus. Ça pourrait quasiment être une sauce dessert, notre sauce, si on ne rajoutait pas du bouillon de poulet et des éléments salés. Donc, échalote, on va juste la couper en deux. Puis, on va la hacher finement, la ciseler comme on a fait tantôt. Donc, 2 cuillères à soupe d'échalotes hachées, ça devrait être suffisant pour notre sauce. Là encore, je vous laisse le libre choix de garder la pelure sur vos pommes ou pas. Moi, pour la couleur, j'aime beaucoup la garder. Puis, veux pas, les pommes, c'est rempli de vitamines, la peau, là. Faut juste les rincer comme il faut avant, pour être sûr qu'ils n'ont pas été traités avec de l'insecticide ou quoi que ce soit. Les autres ils ont été frottés avec amour. Donc, chaque quartier à peu près en 3 ou 4, tout dépendant de la grosseur de votre pomme. Maintenant que nos ingrédients de notre sauce sont prêts, on va mettre notre poêle à chauffer. Quand on veut saisir nos viandes, ce qui est bien important, c'est toujours chauffer notre poêle très chaude avant de commencer. Le but de saisir la viande, c'est justement de la saisir. Donc, il faut qu'il y ait un contraste chaud-froid très important. Ce que ça va faire, c'est que ça va sceller, ça va faire une croûte autour de notre filet de porc, ce qui est bien important parce que les saveurs puis tout le jus de nos pommes qu'on a mis dedans vont rester comme emprisonnés à l'intérieur de cette croûte-là. Donc, on va les faire saisir à la poêle environ 1 à 2 minutes sur chaque façade de notre filet. Ensuite, on va les mettre au four pour environ 12 à 15 minutes à 425 environ. Quand je fais cuire des viandes à la poêle, j'aime beaucoup utiliser le bon beurre. Je suis un type de cuisine française, donc j'ai été éduqué à la crème et au beurre. Si jamais vous préférez l'huile de canola, l'huile d'olive, si vous voulez, qui est un peu fruitée, ça va être correct. Dans la région, on a des producteurs d'huile de tournesol puis des producteurs d'huile de canola biologique. Donc, si jamais vous avez accès à ces produits-là, c'est des excellents produits, très bons, très savoureux. Puis c'est des goûts quand même des goûts assez délicats, donc ça ne viendra pas nuire à votre plat. Donc, on fait fondre le beurre dans la poêle. Essayez d'utiliser la plus grande poêle que vous avez. Ce qui est important, c'est qu'on puisse rentrer notre filet de porc au complet dans la grandeur de notre poêle. Il faut qu'il soit saisi. Si jamais vous avez une petite poêle seulement, ça va être un peu plus difficile de le tourner vu que vous allez devoir faire comme un U avec votre pièce de viande parce qu'elle est très longue. Donc, utilisez la plus grande que vous avez. Là, je la laisse chauffer. Normalement, mon beurre va mousser. Après ça, il va commencer à devenir un petit peu brun. Quand il commence à devenir un peu brun, c'est le moment de saisir notre pièce de viande. C'est très important quand vous allez déposer votre pièce de viande d'entendre le bruit très, très important qui fait tss. Quand ça fait ça, c'est signe que c'est en train de se faire saisir. Et là, je veux une croûte autour de ma viande. Donc, contrairement à tantôt, quand j'ai fait revenir mes pommes avec mes oignons, que je voulais pas de coloration, je les brassais tout le temps. Là, je les dépose et je ne les touche plus. Écoutez ça. On est bien parti. Là, j'en mettrai pas 4. Ce que je veux surtout pas, c'est de surcharger ma poêle. Ça, c'est une chose bien importante. Si vous avez à saisir des pièces de viande, il ne faut pas surcharger la poêle. Quand on la surcharge, ce qu'on fait, c'est que la viande va absorber toute la chaleur qui est accumulée dans la poêle et elle va devenir trop froide pour saisir. Donc, ce qu'elle va faire, ça va faire bouillir notre viande au lieu de la colorer et de la saisir. Fait que ça, je veux pas ça. Je préfère le faire en 2 étapes. Je vais utiliser
une superbe tôle à pizza pour les déposer un coup qu'ils vont être saisis. Puis on va les envoyer au four, comme j'ai dit tantôt, 12 à 15 minutes à 425 degrés. Regardez, c'est ça qu'on veut, là. La petite croûte brune. Là. Mes patates douces que j'avais mis au four tantôt, je vais les sortir et je vais les laisser reposer un petit peu dans leur enveloppe. Je vais vérifier si sont cuites. Je vais planter mon couteau au centre. Si je vois qu'il n'y a pas de résistance, c'est qu'elles sont cuites. Là, je vous dirais qu'il y a encore au centre une petite résistance. Je vais les remettre au four. Ça peut facilement prendre 1 heure, ces patates-là, tout dépendant de la grosseur. Des fois, elles sont très, très grosses, donc juste faire attention. Une fois tous vos filets de porc saisis comme il faut, on les met sur la plaque qui va au four, bien sûr. On les enfourne 15 minutes environ, 400 degrés. Là, vous voyez qu'il vous reste dans votre casserole là, du petit brun comme ça. Là. Ça vaut de l'or. Okay? C'est bien important. C'est plein de saveurs de notre filet de porc, donc ça va parfumer notre sauce à merveille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter encore un petit peu de beurre. Ça va aider un petit peu à dissoudre ces petits sucres de viande-là qui sont collés dans le fond. Donc avec une spatule de bois, juste essayer de gratter un petit peu. On va enlever le plus gros dans le fond qu'on ne veut pas qu'il brûle. Là, on va mettre toutes nos échalotes et toutes nos pommes dans notre poêle. Là, on fait colorer ça environ 1 à 2 minutes. Vous voyez que la couleur commence à changer. Là. Les pommes commencent à absorber un peu le petit sucre de viande qui est collé. Un coup ça fait, je vais racheter le cognac. Si jamais à la maison, vous avez des cuisinières au gaz, éteindre votre ventilation avant de faire cette étape-là. Ça contient quand même 40 %. Il risque d'avoir risque d'enflammement. Et si jamais vous avez une ventilation ouverte, le feu va être aspiré dans votre conduit, risque d'incendie. Faites juste éviter ça. Si jamais ça arrive, vous avez juste à mettre à l'extérieur, verser, vous voyez toute la vapeur s'évapore. L'alcool va s'évaporer naturellement. Vous n'avez pas besoin de les flamber nécessairement. Là, vous voyez, comme vous voyez, tous les petits sucres de viande viennent colorer mes pommes. Ça va donner une petite teinte ivoire à notre sauce. Un coup, ça c'est fait. Sirop d'érable. Je vous dirais qu'il y avait environ une demi-tasse de sirop d'érable. Là, on va faire mijoter ça jusqu'à temps que ça caramélise un petit peu. Vous allez voir des gros bouillons dans le sirop. Même chose que tantôt, on a une sauce salée, donc on va rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Puis là, on gratte le fond de notre poêle pour être sûr d'aller chercher tous ces petits sucres de viande-là. Ça ne devrait pas prendre plus que 2 à 3 minutes là, avec la quantité de sirop puis surtout la grandeur de poêle que j'ai. Donc, c'est sûr que plus ma poêle est plus petite, plus mon sirop va être épais, plus il va prendre du temps à bouillir. Mais là, en étant sur une grande surface, l'évaporation se fait sur une plus grande surface aussi, donc ça va plus rapidement. Faire une sauce, c'est un art en tant que tel, donc ça prend beaucoup de temps. Puis l'ingrédient principal, je vous dirais, dans une sauce, c'est pas nécessairement ce qu'on met dedans, c'est la patience et la réduction. Quand on fait des sauces, l'important, c'est de concentrer les goûts. Les sauces, c'est un accompagnement qui rehausse le goût de notre mets principal. Donc, faites juste attention de laisser évaporer beaucoup l'eau. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai mis mon sirop d'érable, je vais le laisser caraméliser, il va devenir bien plus épais, il va avoir beaucoup moins d'eau, beaucoup plus concentré en saveur d'érable. Ensuite, je vais rajouter du bouillon de poulet. Donc, j'ai une tasse de bouillon de poulet que je vais rajouter, mais je vais attendre que le caramel ait commencé à épaissir avant. Donc, je vais aller chercher mon goût de saveur d'érable très prononcé. Notre bouillon de poulet, on va le rajouter, on va le laisser évaporer pour avoir vraiment un goût concentré de viande. Et ensuite, on va rajouter la crème, puis elle aussi, on va la laisser réduire. Donc, c'est un petit peu long, mais croyez-moi, ça fait toute la différence du monde quand vous allez manger tantôt. Je ne sais pas si vous voyez déjà, mais les bouillons commencent à épaissir. Là. On fait quasiment de la tire d'érable parfumée à l'oignon puis aux pommes. Juste à la façon de voir comment mes pommes sont enduites de mon caramel, de mon sirop d'érable. J'ai obtenu la bonne consistance. Là, je vais rajouter mon bouillon de poulet. Ça va faire encore piche-piche, faites attention. Là, je laisse réduire ça jusqu'à temps qu'il reste pratiquement plus de liquide. Je vais avoir à peu près 2 à 3 cuillères à soupe de liquide dans le fond de ma poêle. Ça va devenir épais avec des gros bouillons, mais je le laisse aller. C'est bien important. Réduction, concentration des saveurs.
on laisse aller, on oublie ça. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser notre potage. On va le passer au blender ou moi, c'est une mixette manuelle que j'ai. Et ensuite de ça, on va le crémer légèrement. Puis on va pouvoir préparer notre garniture aux pommes puis au bacon. Ça fait environ 40 minutes que notre potage mijote. Peut-être un petit peu plus, mais c'est pas nécessairement mauvais. Tout ce qu'on a à faire finalement, c'est avec notre pied mélangeur ou notre blender, ce que vous avez à la maison. On va le réduire en purée. Vu qu'on appelle ça une crème, normalement, il faut rajouter de la crème. J'ai tendance à vouloir utiliser la 35 % parce que je trouve que c'est un goût plus riche, plus complet. À la maison, je vous donne la permission d'utiliser de la crème à 15 champêtre, OK? Ou la crème à 15 cuissons, maintenant, ça existe. Fait qu'on va rajouter la crème, je vous dirais un bon 10 %. Donc, j'avais à peu près 2 litres de potage. Je peux rajouter facilement une tasse de crème, là, 200 ml à 250 sans que ça change le goût. Mais ça va adoucir et ça va donner une belle texture crémeuse qui va être très, très agréable en bouche. Le moment crucial, je vais goûter juste pour vérifier l'assaisonnement. Si jamais on a besoin de rajouter un peu de sel, ou c'est sûr qu'on va rajouter un petit peu de poivre parce qu'il n'y en a déjà pas, il n'y en a pas du tout dedans. C'est doux, c'est un petit peu sucré, acidulé. Les enfants vont adorer ça. Et un petit peu de poivre parce que Émeric, mon grand garçon, n'est pas poivre du tout. C'est pas parce que je suis cuisinier que mes enfants mangent n'importe quoi, je vous le dis. J'ai le même combat que vous autres à tous les soirs pour souper. Voilà. Une belle texture. Crémeuse. Normalement, je vous dirais, si vous voulez avoir un potage vraiment nappant, qu'on appelle, là, avec un doigt, vous savez, une cuillère de bois, c'est toujours plus pratique de vérifier, mais vous trempez votre chose dedans et vous passez votre doigt à la surface. Si vous voyez que ça laisse une marque et que ça retombe tranquillement par-dessus la marque qu'on a faite, votre potage a une bonne consistance. Même chose pour une sauce. La sauce devrait être un petit peu, c'est très semblable, mais peut-être un petit peu plus épais que ça, mais jamais plus, jamais moins. Donc, juste surveiller ça, c'est un petit test facile à faire. Ça, je vais juste remettre ça sur le rond pour la garder chaud, donc très faible intensité. En attendant, il faut juste faire attention parce que la crème de pommes de terre qui contient des pommes de terre, la pomme de terre en purée a tendance à vouloir se déposer au fond du chaudron si on la laisse trop longtemps sans la brasser, puis de coller. Fait que juste oublier ça, de ne pas oublier ça, sinon ça va vous donner un petit goût de brûlé des fois dans votre potage. C'est pas agréable. Donc, si vous avez à réchauffer cette soupe-là, constamment la brasser pour éviter justement que ce petit coup de patate rôtie devienne dominant dans votre soupe. Mon petit bouillon est revenu, mes goûts sont concentrés. Je vais rajouter ma crème. Puis là, on parle d'un bon 2 tasses pour la quantité de viande que j'ai là. Encore une fois, je laisse mijoter ça tranquillement. Pendant ce temps-là, on va préparer notre garniture au bacon et aux pommes. Là, c'est un paquet de bacon d'environ 400 grammes qu'on achète à l'épicerie. Mon couteau, je vais le couper en plus petits dés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le trancher en environ un quart de pouce. C'est pour faire des petits dés. En cuisant, ça va tout se séparer. On va avoir des belles petits bacon bits. Puis là, je ne suis pas obligé de le mettre au complet. C'est une garniture, donc la moitié du paquet va suffire. Mais tant qu'à avoir une moitié de paquet de cuit dans l'armoire, je vais le faire cuire au complet, puis ça servira pour une salade César éventuellement. Moyenne poêle, feu élevé. Je vais mettre mon bacon dedans directement. Ça n'a pas besoin d'être saisi, le bacon. Il y a assez de gras là-dedans que le gras va se libérer par lui-même tranquillement. L'important, ça va être de le brasser assez fréquemment, juste pour séparer les morceaux, puis pas que ça pogne en pain. Une fois que le bacon va être bien rôti, on va l'enlever, on va le déposer sur une assiette, puis on va le laisser refroidir avec un papier absorbant en dessous pour enlever l'excédent de gras. Mais on va garder un peu de gras dans le fond de la poêle pour faire cuire nos pommes. On va vérifier la cuisson sur nos filets de porc. Ça fait exactement 12 minutes qu'ils sont dedans. On fait attention, il y a un petit peu de jus dans le fond, pour pas que ça renverse. Je me fie à la couleur du jus qui est là, il a commencé à changer de couleur, donc la cuisson devrait être très bonne. Ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser ça sur le comptoir, on va le couvrir avec un papier d'aluminium, puis on va laisser la viande se reposer un petit peu. Quand on fait cuire une viande, comme j'ai dit tantôt, on saisit la viande, donc on la contracte. Fait que la viande a tendance à se raidir. C'est un muscle qui est tendu, c'est raide. Après l'avoir cuit, on la laisse sur le comptoir. Je voudrais un bon 10 minutes, peut-être 10 à 15.
On va laisser la fibre se détendre. Ça va permettre aussi, c'est que le jus de cuisson qui a été concentré vers le centre à cause de la chaleur qui l'entoure, va retourner à la viande, il va s'étendre équitablement, donc vous allez avoir une viande juteuse et très très tendre. Bon, je laisse assaler ça, on va couper les pommes en cubes pendant ce temps-là. On va les éplucher, ce coup-là. Là, je vais les couper en dés très très fins. Un peu plus petit que tantôt on a fait pour la farce. Ma sauce, la crème à réduit, vous voyez la belle consistance, les belles ballons que ça fait. Vous avez la fameuse consistance que je vous disais tantôt, là. On voit bien ma trace, ça reste là. C'est pas mauvais, mesdames et messieurs, c'est pas mauvais. Je retire et je mets sur le dessus. Notre bacon commence à changer de couleur. À défaut d'avoir du papier absorbant, vous pouvez utiliser un petit bol et une passoire pour égoutter votre bacon. Là, je le fais cuire le bacon jusqu'à temps qu'il soit vraiment très croustillant. Là. Je veux que ça fasse crunch un peu dans ma soupe. Ça va faire une différence avec la texture crémeuse du potage. Quoi de mieux que de la viande de porc frite dans son propre gras? Non, mes patates devraient être maintenant très cuites. Le bacon est rendu bien doré, bien croustillant. Je vais enlever. Mais je vais conserver quand même un peu de gras dans la poêle parce que je veux faire revenir mes pommes dedans. On va les laisser dorer environ 3-4 minutes. Pendant que ça cuit, ça, on va préparer notre purée de pommes de terre douce. Juste les sortir. Je les mets dans le papier d'aluminium parce que l'humidité reste dedans et ça facilite la cuisson aussi. Ça va éviter d'avoir une patate un peu trop sèche si on les mettait directement sur la grille du four. Je les coupe en deux avec une cuillère à soupe. Je vais juste venir vider la peau. On assaisonne un petit peu de sel. Là, vous voyez que j'ai des grains dans mon sel. J'utilise du sel cachère qui appelle. C'est un grain de sel qui est un petit peu plus gros, un peu plus grossier, mais qui a un goût un peu plus délicat que le sel fin qu'on achète à l'épicerie. Une bonne dose de beurre. Je l'écrase simplement à la fourchette. La patate douce, ça n'a pas besoin qu'on rajoute du lait et du beurre quand on fait une purée avec parce qu'elle contient beaucoup d'eau puis moins d'agents féculents. Donc, ça va quand même être épais, mais si je rajoutais du lait dedans, ça serait trop liquide. Donc, ça, on peut mettre ça de côté. On garde ça au chaud. On pourrait couvrir avec... On va préparer nos petits légumes d'accompagnement, puis on va être prêt à dresser nos assiettes. Aujourd'hui, je sers des petits haricots verts français avec ça. C'est des petits haricots qui viennent de la ferme Talissé à Mercier. Maurice, qui est le propriétaire, avec ses frères et sœurs, font plein de beaux petits produits très délicats que vous pouvez retrouver au marché l'été à Châteauguay. Donc, les haricots verts français sont très, très fins, sont pas très gros. Ils n'ont pas beaucoup de fibres à l'intérieur, sont très tendres sous la dent. Quand on les épluche, dans le fond, les petites fèves, on a juste besoin d'enlever le côté qui est relié au plant. Donc ça, on tire d'habitude vers le bas. S'il y a un fil qui sert à ouvrir, on va appeler ça le zipper de la petite fève qui libère les fèves. Si le zipper, bien, il est tellement fin qu'il ne prendra pas des dents. Des fois, les grosses fèves, on va le tirer puis il va se défaire avec ça. Donc ça va permettre d'être un petit peu plus agréable sous la dent quand on a des grosses fèves, mais ceux-là sont très très tendres, donc juste enlever un bout. Vous n'avez pas besoin d'enlever le petit bout ici qui est très très doux. La seule chose qui peut arriver, c'est que ça va vous chatouiller le palais. Puis pour les cuire, c'est simple. Grande quantité d'eau salée, de l'eau chaude bouillante. On rajoute une bonne cuillère à soupe par litre d'eau, je vous dirais. L'eau salée, on les dépose, ça prend 2 à 3 minutes et c'est prêt. Le fait de les plonger dans de l'eau bouillante salée, ça va faire sortir le vert de la couleur. Si jamais on n'avait pas à les manger tout de suite après les avoir fait cuire, on vous conseillerait de les tremper dans un bol d'eau avec de la glace. Aussitôt qu'on les sort de la cuisson, ça va les rafraîchir à cœur, ça va garder leur belle couleur. Puis au moment de servir, on aurait juste à les faire sauter dans un petit peu de beurre dans une poêle et ça serait suffisant. Donc on laisse aller ça 2-3 minutes maximum. Pendant que nos petites fèves cuisent, on va en profiter pour démouler notre tarte tatin. Essayez d'avoir une assiette assez grande pour la grosseur de votre moule. Idéalement, elle est rendue assez froide pour qu'elle est encore chaude sous la main, mais je suis capable de la tenir très facilement. Il ne faut pas qu'elle soit refroidie complètement, sinon le caramel va commencer à figer puis nos pommes vont coller dans le fond du moule. Donc, ce qu'on fait avec notre grande assiette,
On la dépose par-dessus et d'un mouvement sec et précis, voilà. Et là, on assiste au dévoilement du chef-d'œuvre. Roulement de tambour. Ah! Ça a marché. Donc, vous voyez, la disposition des pommes est là. On dirait une belle fleur de tournesol avec un petit centre disposé différemment. Le caramel, on voit qu'il est rendu sirupeux, donc il refroidit juste assez pour être épais, mais pas trop liquide pour permettre aux pommes de glisser à l'extérieur de la croûte. Donc ça, on met ça de côté. On va les servir tantôt au dessert. Nos pommes sont bien rôties. Notre bacon est bien cuit. On enlève l'excédent de gras. On remet le bacon qu'on va mélanger avec nos pommes. Donc là, on a un beau petit mélange bacon et pommes. On va juste déposer ça sur notre potage au moment de servir. Les gens vont pouvoir le brasser puis le mélanger. Vous allez voir, ça fait un beau petit coup d'œil et ça va être délicieux. Moi, j'aime bien faire cuire mes légumes dernière minute. Donc, les petites fèves sont prêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une poêle. Je vais remettre un petit peu de beurre dedans. Et directement en sortant les petites fèves de la casserole, je vais les déposer dans l'assiette avec le beurre. Puis on va juste les brasser un petit peu et les enrober avec un petit peu de sel, un peu de poivre. Et le tour va être joué. Donc, au moment de servir, aujourd'hui, j'ai pris des petits bols comme ça. C'est une petite portion, les enfants ne mangent pas beaucoup. Si je veux qu'ils mangent jusqu'au dessert en plus, juste déposer votre potage dans votre bol. C'est un petit bol, mais il contient quand même un 6 à 8 onces de soupe. On met ça comme ça. On rajoute une belle cuillère à soupe pleine de garniture, juste au centre. Et c'est comme ça qu'ils vont le manger. Les filets de porc, on les a laissés reposer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le premier. Et la farce qui peut sortir un petit peu, mais t'as bien attaché finalement, on a fait une bonne job. On va juste couper les cornes, juste à côté des nœuds. On va retirer les cornes, on les fait rouler, juste. Et le moment crucial, la tranche. On fait des belles rondelles. Donc, les bouts sont un petit peu moins farcis, donc on va juste comme les mettre de côté. Ça fait des bons lunchs pour le lendemain. Là. On va couper les tranches environ, je vous dirais, à 2 à 3 cm. Là. Puis là, quand on les développe, on a notre petite viande. Puis notre farce aux pommes avec le fromage qui est fondu, comme je vous dis, puis qui se tient quand même, mais il est très chaud. On va déposer un petit peu de pommes de terre au centre. Quelques haricots. On va les faire grimper par-dessus. On va déposer, là. Les enfants ne mangent pas gros. 2 petites tranches de viande autour. Tenez comme ça. Si c'était maman, j'en mettrais une 3e. On va dire que c'est l'assiette à maman, celle-là. C'est peut-être ce que vous auriez à la maison. Notre super sauce. On va déposer les pommes caramélisées par-dessus. 3 ou 4 morceaux par personne. Et après ça, juste déposer la sauce un petit peu comme ça. Vous savez, des belles herbes fraîches, vous pouvez toujours, à la mode du bon vieux temps, rajouter une petite pointe de persil par-dessus. Donc, pour servir votre tarte, je vous conseille un petit couteau avec des dents. Très pratique. On va juste couper des pointes, comme si on ferait une tarte normale. Ne vous inquiétez pas, les pommes risquent de tomber un peu à côté en le servant. On peut les replacer. Voilà, comme je vous dis, vous pourriez mettre un petit peu de crème glacée à côté si vous aviez le goût, mais juste comme ça, déjà, c'est déjà pas mal. Fait que bon appétit tout le monde! Ça fait 5 ans et demi qu'on est ouvert. On a commencé juste avant le temps des fêtes. Nicolas est champion pour tous les potages, puis tout ce qui a une sauce. Toutes les viandes qui se font, qui a une sauce qui l'accompagne.
C'est vendu d'avance. Le potage, c'est le top. Liliane, c'est le potage. Ouais, le potage, c'est... Tous les potages... en gros, tous les potages, c'est les meilleurs. Nous, on est fermé le dimanche durant la période scolaire. On ouvre l'été, mais le dimanche, pour nous autres, c'est sacré. Là. Il n'y a pas question d'ouvrir, il n'y a pas d'excuse. Quand même, qu'on m'offrirait 1 million pour un souper de 20 personnes, je dirais non, parce que c'est notre journée sacrée. On est une famille unie, on a 4 enfants quand même, puis on a vécu nos bons moments puis nos durs moments, puis on est toujours ensemble. Puis c'est important pour nous de consacrer le temps qu'il y a parce que les enfants sont rendus quand même assez grands. Puis on les voit déjà en train de changer puis de devenir un peu plus indépendants. Puis on a beau avoir notre petite fille de 2 ans qui nous a rapprochés un petit peu plus, le noyau, resserrer le noyau familial. Ça reste que les 2 grandes, bien, eux autres, mais ils sont en quête d'indépendance. Puis ils veulent pas, ça va venir qu'ils vont partir. Puis que je veux pas avoir à dire ah, j'ai trop travaillé, j'aurais pas dû. Fait que je suis content de prendre le temps qu'on a pour leur donner. J'aimerais toujours mieux être là le samedi soir puis profiter de leur week-end complet. Mais c'est ça, le métier que j'ai choisi, c'était ça. C'est des contraintes que je savais qu'ils existaient avant de commencer. Donc, je peux pas me plaindre aujourd'hui de ne pas être là finalement. Mais mon dimanche, je me sens pas mal de le prendre pour moi et la petite famille. Moi, je mange mes hamburgers, pain à côté, viande à côté avec du ketchup et rien d'autre. Je prends pas de moutarde, pas de relais, je prends rien d'autre. Émeric, c'est un petit gars qui mange pas mal n'importe quoi, tant que c'est accompagné de ketchup. Il met un petit peu de viande sur son ketchup. C'est ça. Parce que c'est comme dans l'annonce qu'ils disent, là, sans mon Heinz, c'est pas pareil. Chez nous, on a appelé ça une sauce américaine tomatée de la maison Heinz. Donc, c'est plus du ketchup. Ça a une touche de noblesse. Ils sont très difficiles parce que, un, ils sont pas très essayeux non plus. Puis moi, j'essaie toujours des choses nouvelles. Ça les met dans l'insécurité. On est plutôt... écoute, même si je suis cuisinier, je te dirais qu'on est très lasagne, pâté chinois, spaghetti, hamburger, pizza. Des fois, j'en viens découragé parce qu'il me semble qu'on fait rien que manger ça. Mais d'un autre côté, la nourriture que je fais au restaurant, c'est pas quelque chose que j'ai le goût d'essayer à la maison. Quand je suis congé, j'ai pas le goût nécessairement de faire ça. C'est comme quelqu'un qui fait de la soudure toute la semaine. La fin de semaine, il a peut-être pas le goût de faire de la soudure décorative pour le plaisir de faire de la soudure. Il a le goût de faire autre chose, peut-être un autre loisir. Quand il y a des gens qui donnent leur vie pour essayer de fabriquer des produits de qualité, il me semble que notre devoir, c'est de les utiliser puis de les mettre en valeur. Non, les desserts, ça se mange comme ça. C'est toujours de ramener ce qui est fait artisanalement, avec passion, dans mes assiettes, puis de les faire connaître au plus de monde possible. C'est vraiment ça, la passion de faire à manger avec des bons produits de qualité. L'émission, c'est ça, c'est de mettre en valeur ces gens-là pour leur donner la visibilité qu'ils méritent.